Uno Jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Chez le Maître Constructeur Saint-Jacques, on construit votre maison comme si c'était la nôtre depuis maintenant 3 générations. Découvrez la vraie valeur d'une maison usinée construite avec engagement et fierté. MaîtreConstructeurSaintJacques.com. 2 succursales ouvertes 7 jours. L'événement Tout en orange est de retour avec les meilleures offres de l'année sur certains tracteurs compacts, véhicules utilitaires et tondeuses. Économisez jusqu'à 1 000 $ sur certains équipements Kubota. Trouvez un événement près de chez vous à kubota.ca/orange dès maintenant. Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport. BPM Sport. La radio des sports au Québec. On reprend l'action ce soir à Buffalo. Match numéro 2 entre le Canadien et les Sabres. Est-ce que Cole Caulfield va enfin la mettre dedans? Et est-ce que le CH va revenir aussi solide défensivement? Je vous rappelle que Buffalo mène la série 1-0 suite à une victoire dominante de 4-2. Ça débutera à 19h. À 21h30, la série Golden Knights Ducks se transportera à Anaheim. Les jeunes canards montent leur bec face aux vétérans de l'autre bord, eux qui ont égalisé la série il y a 48 heures. Gros match au Honda Center ce soir. Dans la LPHF, la victoire de Montréal est à un seul match de la finale. Elles ont remporté 2-1 hier sur le Minnesota. Good job, girls. Elles pourront éliminer le Frost dès ce soir à St. Paul. Et au baseball, les Blue Jays reprennent l'action à 19h07. Une série de 3 matchs contre les Angels de LA au Rogers Center. Au Monticule, Dylan Cease pour les Bleus, Reed Detmers pour les Rouges. Pour plus de sport, ici BPM Sport. BPM Sport. 100.9. Présenté par Tôle Ouellette. Une vaste gamme de matériaux. Bois brut, tôle à toiture, tôle murale, pliage d'acier et d'aluminium sur mesure. Réalisez toutes vos idées. Passez nous voir en magasin ou visitez le matériauxouellette.com. Choix. Choix. 98. 98. 1. L'original. Radio X. Choix. À Québec, c'est Radio X. Choix. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files. Avec Christian Page. Oh my gosh, dude. Radio X. Earlier this year, you said of aliens, Yes. quote, they're real, but I haven't seen them. Then you tried to walk it back the next day. You know no one believed you, right? Because that first one had the ring of truth. It was just a guy just finally let it out. And then the next day you're like, well, what I meant was, I'm sure that somewhere out there, given the infinite, nature of the universe and no one buys that. Just come clean, man. You don't want to tarnish a reputation for just frankness and honesty at this point of your career. Oh, Lord. Sir, at long last, won't you just... I thought it was so obvious what I meant. Uh-huh. Yes. Oh, it was obvious what you meant. And we all got the message. Here's the thing. Uh-huh. For those of you who still think that, we've got little green men underground somewhere. Yeah? One of the things you learn as president is government is terrible at keeping secrets. This idea of conspiracy theories, if there were aliens or alien spaceships or anything under the control of the United States government that we knew about, seen, photographs, what have you, I promise you, some guy guarding the installation would have taken a selfie with one of the aliens and sent it to his girlfriend and press him. It would leak. Or there'd be hints. There'd be certain hints out there, like a presidential senator. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les radios X-Files en ce vendredi soir où nous allons parler inévitablement d'OVNI et de... Oui. Du président qui semble lancer le fait que ça existe. Christian Page, bonsoir. Bon vendredi soir. Bonsoir, Nick. Oui, effectivement, ce qu'on vient d'entendre, c'est une intervention de l'ancien président, mais en fait, on est toujours président, le président Obama, anciennement en fonction, qu'on devrait dire. Donc, Obama, qui était de passage cette semaine à l'émission de Stephen Colbert, qui s'intitule The Late Show, qui est à CBS.
et on le sait, là, Stephen Colbert n'est pas un partisan de Trump, et vice-versa d'ailleurs. Et donc, il recevait Obama et il est revenu sur cette déclaration qui avait beaucoup fait jaser à l'époque. On est en début d'année. Obama donnait une entrevue également et on lui a posé cette question. Oui, on parle beaucoup des ovnis. Et là, Obama avait dit, il dit, les ovnis, il dit, les extraterrestres existent. Mais bon, je les ai jamais vus, là, encore, là, mais ça existe. Et ça avait suscité énormément d'intérêt. Et le lendemain, en fait, ça avait suscité une telle réaction dans la presse que Obama a dû, et c'est un peu ce que Colbert lui dit, il a dû revenir le lendemain en disant, attention, là, j'ai dit, oui, les extraterrestres existent, mais moi, je les ai jamais vus, puis ils sont pas gardés dans un souterrain ou quoi que ce soit. En fait, les extraterrestres existent dans la mesure où je crois qu'ils existent parce que l'univers est tellement vaste que forcément, il devrait y avoir, des êtres dans l'univers. Et là, Colbert, il tire un peu la pipe. Mais j'avoue honnêtement que c'est amusant d'entendre le président. Ça fait, en tout cas pour moi, je parle qu'en mon nom, mais ça fait du bien d'entendre un président ou un ancien président qui parle sur un ton plus bon enfant que depuis quelques mois. Là, la seule chose qu'on entend, c'est des trucs tout à fait négatifs, des insultes et autres. Là. Ça, c'est un peu, je dois avouer que je trouvais ça un peu rafraîchissant, le ton qu'Obama a utilisé. Puis encore une fois, il a répété, en fait, il dit, c'est curieux, parce que pour moi, c'était clair, là, ce que j'ai dit, là, que oui, les extraterrestres existent, mais on les garde pas d'un souterrain. Et il ajoute à ça, et je suis 100% d'accord, c'est la couleur même de mon discours, c'est il dit, écoutez, là, je sais pas où vont pêcher les théoriciens du complot leurs histoires, mais si le gouvernement américain était réellement en possession d'un ovni ou en possession d'extraterrestres quelque part dans un souterrain, soyez assurés que quelqu'un, quelque part, aurait pris une photo, là, il blague en disant il aurait pris un selfie là, avec sa famille. Mais tu sais, forcément, il y aurait eu une fuite. Et il dit, ce que m'a appris ma présidence, ou mes deux présidences, c'est que c'est très difficile de garder un secret de cette manière-là. Et je suis d'accord avec lui. Et je te dirais même, Nick, que c'est un peu ce qui fait qu'à un moment donné, personnellement, j'ai un peu décroché des ovnis. Décroché dans le sens que il y a une époque... Puis je sais que les gens me le reprochent. Je sais que j'ai à l'extérieur des détracteurs qui disent « Ah ouais, mais Christian Page, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, il était beaucoup plus pro-OVNI. » Puis ils ont tout à fait raison. En fait, c'est un long processus. Je me suis pas levé un matin en me disant « Ah, ben finalement, tout ça, c'est un peu de la frime ou de la bullshit. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais néanmoins, un des éléments déclencheurs, ça a été pour moi de me dire, quand j'ai rejoint le milieu des ovnis dans les années 70, j'étais plutôt croyant, là. Tu sais, j'étais une éponge, je croyais aux ovnis, puis tout ça, puis aux visites extraterrestres. Et peu à peu, alors que la technologie s'améliorait, il y a plusieurs éléments qui ont joué, mais un des éléments, c'est de me dire, à un moment donné, la technologie évolue. C'était facile de dire, dans les années 70, personne n'a une bonne photo d'un ovni. Puis la raison était simple. Dans les années 70, je sais, t'étais pas là, mais ceux de mon âge se rappellent que des années 70, on avait des appareils photo qui étaient des appareils argentiques avec une pellicule à l'intérieur. Et peu de gens gardaient des appareils chargés. Généralement, quand on mettait un film dans notre appareil photo, c'était parce qu'on allait à une noce, une graduation, on prenait des photos. Puis quand il restait 3 ou 4 photos qui n'avaient pas été exposées, ben quand on arrivait à la maison, on prenait des photos de notre chien ou de notre chat pour pouvoir se dépêcher à aller porter notre film au développement parce qu'on voulait voir les photos qu'on avait prises. Moi, je me rappelle, ma mère disait « Ah, achète-moi un 24 pouces parce que là, c'est la fête Tout à fait. Un 24 pouces sans ASA. C'est ça. On avait des ASA. 35 mm, là. Bon. Ouais, on mettait ça dans l'appareil photo. Puis là, on allait chez Direct Film ou chez Walmart, ou etc., pour aller porter la pellicule pour qu'on développe la pellicule. Donc, bref, une fois que ça était passé, l'événement passé, notre appareil photo demeurait sur le bureau ou dans le garde-robe. Il n'était pas chargé, il n'y avait pas de film à l'intérieur. Donc, si à un moment donné, un soir, tu tirais les rideaux et tu voyais à l'extérieur un ovni, ben tant pis pour toi, il n'y avait pas de film dans ton appareil photo pour que tu puisses le prendre en photo. Et même là, il faut quand même savoir que dans le cas des appareils argentiques, puis c'est encore vrai aujourd'hui avec des appareils, disons, un peu plus sophistiqués, 35 mm. Là, je parle pas de ton appareil photo sur ton téléphone portable, mais quand on veut prendre une photo de nuit,
ça demande une certaine manipulation. C'est encore plus difficile avec des appareils argentiques, parce que les appareils argentiques, tu sais, quand ta mère te disait « Achète-moi un 35 mm », elle te disait le ASA, le 100 ASA, 200 ASA. Ça, c'était la sensibilité du film. Okay. Or, si on prenait une photo de jour, par exemple, on était avec des amis à l'extérieur, un barbecue, ben, on prenait un film sans ASA. C'était parfait, ça, pour des photographies prises de jour. Mais une photographie prise de nuit, attention, là, si ton appareil photo était pas très sophistiqué, que tu pouvais pas jouer sur le temps d'exposition, là, il te fallait un film plus sensible, un 300, 400, 500 ASA. Et si tu n'avais pas ça sous la main, là, un peu, et même si tu avais un 100 ASA dans ton appareil photo qui était déjà chargé, par hasard, tu n'avais pas pris une photo de ton chien ou de ton chat en revenant du dernier bal de graduation de tes enfants, ben là, si tu sortais à l'extérieur avec un 100 ASA, tu essayais de prendre une photo de nuit, là, bonne chance, tu verras rien, tu sais, le temps d'exposer. Donc, il y avait des raisons qui étaient valables pour dire on n'a pas de bonne photo. Et là, peu à peu, on devait arriver dans fin des années 80, début des années 90, les premiers appareils portables, premiers téléphones portables, les fameux flip-flops, là, je sais pas si tu te rappelles de ça. Je me souviens très bien, oui. Et là, les flip-flops, il y avait des appareils photo dedans, pas très sophistiqués. Hein. On parlait je sais pas moi, 10 millions de pixels ou des trucs comme ça, mais c'était pas extraordinaire. Mais déjà là, on était un bond en avant. Là. Et là, et qui plus est, tout le monde en avait un. Là. C'était pas on n'avait pas un appareil photo pour toute la famille. Là. Tout le monde avait le sien. Là. Et là, peu à peu, on n'a pas vu on voyait des améliorations partout, dans à peu près tous les domaines de la technologie, mais les photos d'OVNI étaient tout aussi rares en 1995 qu'elles l'étaient en 1960. Et là, c'était difficilement explicable, puisque tout le monde, maintenant, avait à peu près un appareil photo dans ses poches. Et non seulement ça demeurait tout aussi volatile, mais les photos étaient d'aussi mauvaise qualité qu'elles l'étaient dans les années 50. Et là, peu à peu, je me suis dit, il y a là quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et ensuite arrive le média d'information lui-même. Avant, les seules personnes qui avaient droit au chapitre, disons-le comme ça, c'était les animateurs de radio, les animateurs de télé, les gens qui travaillaient dans les journaux, hein, les médias, c'était ça. Hein? On était des privilégiés. L'information n'était pas, avouons-le, l'information n'était pas démocratique. L'information passait essentiellement entre les mains d'une poignée d'individus qui avaient la mainmise, disons ça comme ça, sur les médias, radio, télévision, journaux, etc. Et avec l'avènement de l'Internet, ben là, on a vu la parole se démocratiser. Tout le monde on a commencé à voir des gens, ça a commencé par ce qu'ils appelaient des boards. Hein? Les gens allaient sur des sites puis ils échangeaient de l'information. On était loin encore, c'était pas encore Facebook et autres, mais on a commencé à voir ces bulletins, là, ces sites où les gens échangeaient de l'information. Et là, ça a été éventuellement l'arrivée de Facebook et tout le reste. Et l'information circule à la vitesse grand V. Là, hein? À ce moment-là, là, tout est possible. Et pourtant, tout le monde nous parlait des histoires d'OVNI, tout le reste, mais les preuves étaient tout aussi anémiques qu'elles l'étaient dans les années 50. Et là, peu à peu, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je suis tout à fait d'accord avec le président Obama. Si quelqu'un avait... Parce que les OVNI, c'est pas un truc qui existe depuis la semaine passée, là. C'est un truc dont on entend parler de manière moderne, disons ça comme ça, de manière moderne, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est aujourd'hui 80 ans plus tard. Donc, c'est pas une fuite qui dure une semaine. Sur 80 ans, il n'y a pas eu de fuite. C'est une minute, là. Ben, tu sais, il y avait entre 1945 et 1950, il n'y a pas eu de fuite. Ça se peut, là, on a gardé le secret, on a réussi à maintenir le secret pendant 3, 4, 5 ans. Mais qu'on ait gardé le secret pendant 80 ans, 80 ans, c'est du monde, ça, là, quand tu y penses, Nick, là. C'est pas toujours le même gars, là, le gars qui gardait la soucoupe volante en 1948. C'est pas le même. C'est pas le même gars aujourd'hui, là. Hein? Il y a eu du roulement de personnel, là, à un moment donné. Et à travers tout ce roulement de personnel, jamais une fuite. La seule chose que l'on a aujourd'hui, c'est exact. Moi, je sais, là, je suis là depuis 50 ans, là. Pensez, là. Oui. Ça fait 50 ans que je le vois, là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la même chose que je voyais, moi, en 1978. Des gens
qui tiennent des discours de « je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu une soucoupe » ou c'est les mêmes histoires, recyclées avec des nouveaux noms, des nouveaux personnages. C'est les mêmes histoires. Aujourd'hui, le sonneur d'alerte s'appelle David Grosh. En 1960, il s'appelait Frank Edwards. Tu vois, ou il s'appelait Donald Manzel, ou il s'appelait James McDonald. Les noms changent, mais c'est toujours le même discours. Mais Christian, c'est parce qu'ils ont tous signé la même entente de confidentialité top secret. Bien sûr. Oui. Et là, c'est à un moment donné, tu te dis... je peux comprendre, tu sais, qu'un jeune qui arrive dans le milieu se dit « Hey, wow, c'est... » Puis on voit David Grosh, puis Bob Lazar qui raconte des... Bob Lazar qui dit « J'ai travaillé sur des soucoupes volantes. » Dans les années 50, il y avait des types comme George Adamski qui disait qu'il avait monté d'une soucoupe volante vénusienne. C'est les mêmes histoires recyclées ad nauseam, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est la S4 dans la zone 51. Dans les années 70, c'était le hangar 18 de la base de Ray Peterson. C'est toujours les mêmes histoires recyclées, là. Et là, à un moment donné, tu te dis, plus la technologie avance, plus les médias d'information permettent à une information de circuler à la vitesse grand V, et tu essaies de me faire croire qu'il n'y a jamais de fuite de personne. C'est toujours des discours de « je connais quelqu'un, j'ai pas la photo, j'ai pas vu le bonhomme » ou « je l'ai vu, mais je l'ai pas pris en photo ». On ne peut plus y croire. J'ai cessé d'y croire. À un moment donné, je me suis réveillé et je me suis dit, c'est comme si dans mon cœur d'enfant, je voulais continuer à croire au Père Noël. Mais à un moment donné, une petite voix dit « Hey, là, réveille, mon petit bonhomme, là, c'est quelque chose qui va pas. » Donc, c'est un peu ça. Je rejoins Barack Obama quand il dit « C'est pas possible de garder un secret. » Puis d'autant plus un secret qui serait à l'échelle internationale. Je le sais, on en a déjà discuté ensemble. C'est pas que les États-Unis, c'est pas une petite gang aux États-Unis. Si les ovnis sont véritablement des visiteurs extraterrestres, j'imagine qu'ils partent pas de leur planète avec l'objectif de dire on s'en va en Floride. Tu comprends? J'imagine. Ils n'ont pas ouvert leur Google Maps en disant on s'en va en Floride. J'imagine que si ce sont des visiteurs extraterrestres qui nous visitent, ils nous visitent, ils visitent l'humanité tout entière, ils visitent la planète Terre. Et quand tu regardes dans la littérature sur les ovnis, c'est l'impression que tu as aussi. Tu regardes et tu dis, des histoires d'ovnis, il y en a en Angleterre, il y en a en France, il y en a en Italie, il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais si tous les pays du monde sont visités, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de fuites? Est-ce que tout le monde sont embarqués dans le même secret? Parce crois-moi, là, en Australie, c'est le même discours. Là. Ouais, je connais quelqu'un avec un accent, bien sûr, l'accent australien. Oui, j'avais quelqu'un qui avait un ovni. Puis il est gardé dans une base secrète qui s'appelle Pine Gap. En Australie, c'est la base de Pine Gap. Tu sais. Bon, en Angleterre, c'est une autre base, c'est la base de Rendlesham. C'est toujours les mêmes histoires, mais pas de preuves. À l'échelle planétaire, pas à l'échelle des États-Unis, même pas à l'échelle de la Floride, à l'échelle planétaire. Aucune fuite. Aujourd'hui, en 2026, après 80 ans de cet immense complot à l'échelle internationale, on n'a pas la moindre preuve, pas une photo, pas un film, pas un morceau de quoi que ce soit. Donc, ça me paraît assez invraisemblable. Mais c'est vrai qu'au cours des dernières semaines, parce que, je rebondis un peu sur l'histoire d'Obama. Ouais. Il y a Obama qui en parle à Stephen Colbert. Mais en même temps, il faut quand même le dire, c'est aujourd'hui ou hier, il y a un article qui est paru dans le New York Times, signé par Neil deGrasse Tyson. Je ne sais pas si le nom te dit quelque chose. Non, pas c'est un astrophysicien américain. C'est un peu le plus grand vulgarisateur du moment lorsqu'il est question de l'espace et de la physique et tout ça. Là. C'est un astrophysicien excessivement volubile, très articulé, qui a une belle façon de présenter ses sujets. Dans les années 70 et 80, il y avait un type qu'on appelait Carl Sagan, qui est un peu une espèce de légende
légende, mais je pense que Neil deGrasse Tyson en est son fidèle successeur, disons ça comme ça. Il fait un excellent travail. Et Neil deGrasse Tyson, il ne cache pas non plus son scepticisme. Lui, évidemment, il s'appuie pas sur les mêmes données qu'Obama. Lui, c'est plutôt en termes de science. L'idée qu'on puisse être visité par des extraterrestres lui apparaît très hautement improbable. Pour plusieurs raisons, pour des raisons d'ordre physique. Je veux dire, il faut quand même partir d'une étoile qui n'est pas notre Soleil. Donc, comme la plus proche étoile est à 4 années-lumière de la Terre, ça demanderait minimalement un voyage de 4 années à la vitesse de la lumière pour venir ici, mais ensuite retourner sur leur planète. Donc, un voyage de 8 ans. Donc, en supposant que les extraterrestres sont capables d'avoir une technologie qui leur permette de se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui est peu probable, mais même en envisageant cela, il faudrait imaginer pour que le voyage soit possible ou vraisemblable, il faudrait imaginer que ces véhicules se déplacent à des vitesses plus grandes que la lumière, ce qui, techniquement parlant, est impossible, ou encore qu'ils passent à travers des portails ou vers d'autres dimensions. Comme le film Interstellaire. Oui, mais là, c'est ça. Donc là, on est un peu on est dans le domaine de la science-fiction. Oui. Bon, la science-fiction, c'est intéressant, mais c'est pas de la science. C'est pas la réalité. Donc, Neil deGrasse Tyson, en s'appuyant sur des modèles même en s'appuyant sur des modèles théoriques, ce type de visite apparaît très, très improbable. Et même si c'était le cas, faudrait pas imaginer des extraterrestres qui nous ressemblent, des petits bonhommes avec des yeux hybridés, là, qui ressemblent à... Non, c'est manquer d'imagination. C'est des formes... On regarde uniquement sur Terre la variété de formes de vie qu'on a, en passant, par exemple, des étoiles de mer, en passant par les pieuvres jusqu'aux êtres humains. La variété des formes de vie s'adapte à leur environnement en créant des formes nouvelles et une morphologie différente. Voir des extraterrestres débarquer d'une soucoupe volante avec 2 bras, 2 jambes et une tête, là. Tu manques un peu d'imagination, là. Je veux dire, on pourrait imaginer une pieuvre qui sort d'un vaisseau spatial. Tu sais, quelque chose de bizarroïde, mais tu sais, un bonhomme qui nous ressemble, qui a un petit peu les yeux un peu plus bridés que nous autres, un peu plus bridé, puis il a la peau grise. Ouais, t'as pas fait un gros effort d'imagination, là. Ça paraît assez invraisemblable, mais ensuite de ça, il y a l'objectif aussi, des extraterrestres qui traverseraient de si grandes distances interstellaires pour éventuellement arriver ici, kidnapper Madame Urtibise, y planter une probe dans le derrière, puis retourner sur leur planète, ça paraît pas sérieux. T'sais. Donc, Neil deGrasse Tyson a publié cet excellent papier dans le New York Times cette semaine en disant, écoutez, là, on sait, le président Trump, en fait, il rebondissait sur une déclaration que Donald Trump annonce depuis le début de l'année. Il l'a encore répété il y a 10 jours devant les astronautes, alors que les astronautes du projet Artemis 2 de la mission Artemis 2 étaient dans son bureau. Il a répondu à un journaliste, il dit, ouais, ça s'en vient, là, la libération, puis la publication de tous les dossiers, ces ovnis, ça s'en vient, là. Puis attendez-vous, vous allez voir des affaires pas mal intéressantes. Mais c'est à l'image de Donald Trump, là. J'imagine qu'il n'a rien vu de tout ça, là. Mais il dit ça parce que, bon... Et bref, Neil deGrasse Tyson rebondit là-dessus en disant, Donald Trump dit ça, mais... Il dit, je peux déjà vous prédire que les amateurs d'ovnis seront excessivement déçus. Et il joue sur un élément qui est assez intéressant, Neil deGrasse Tyson, dans son article. Il dit, au cours des 2-3 dernières années, on a mis la barre tellement haute, parce qu'il y a eu, depuis la création, d'abord le premier mandat de Trump et la mise en place à son second mandat d'un organisme pour rendre public les dossiers secrets sur les assassinats et sur les ovnis, sauf les dossiers Epstein, ça fait partie d'autre chose. Mais donc, de rendre public ces dossiers, ce que l'on a vu, c'est, et je t'en ai parlé il y a quelques minutes, ces fameux sonneurs d'alerte qui ont défilé l'an dernier, notamment au cours des 2 dernières années, qui ont défilé devant le Congrès pour raconter des histoires fantastiques.
Hein? Oui, moi, j'ai travaillé dans une base, puis il y avait des soucoupes, des vaisseaux spatiaux extraterrestres multidimensionnels, puis ils vont même parler de créatures interdimensionnelles. Anna Paulina Luna, cette semaine, a déclaré « J'ai vu des trucs qui me laissent croire des créatures non humaines, mais extradimensionnelles. » J'arrive même plus à trouver les mots pour décrire les folies qu'on peut entendre. La barre est tellement haute. Hein? On s'attend là, à écouter ces gens-là raconter leurs histoires. La barre est tellement haute que tu te dis, si demain matin, le gouvernement américain nous rend public des dossiers ces ovnis, puis que les dossiers, c'est... il y a un policier de l'Iowa en 1972 qui avait un ovni... Tu te dis, ça va être assez ordinaire. Ça va être assez ordinaire. T'as tout à fait raison. Tu vas dire, hey, ça, c'est ordinaire. Et c'est exactement ce que Neil deGrasse Tyson il dit. Je vous préviens, là, les dossiers OVNI, là, je peux déjà vous prédire que ça va être un gros pétard mouillé. Et je pense que c'est un peu ce à quoi on doit s'attendre. Et puis, dans la même foulée, cette semaine, il y a aussi Kash Patel, le directeur du FBI, qui s'est fait questionner sur la question des ovnis. Et Kash Patel a dit, on a remis des dossiers là, qui vont être rendus publics là, incessamment. Mais bon, c'est quand même un peu amusant. Arrêtez de le dire, puis rendez-les publics, vos dossiers. On a comme l'impression de semaine en semaine. Oui, ça s'en vient. Colin, rendez-les publics, là. Mais bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu l'ombre de ces dossiers-là. Et je suis assez d'accord que, en tout cas, moi, je serais très étonné qu'on voit dans ces documents-là des preuves de visites extraterrestres et encore moins des preuves qu'on soit dépositaire soit de corps de créatures extraterrestres ou dépositaire de technologies extraterrestres. Mais attendons, disons que ça me rassure ouais, ça serait très étonnant. Je suis assez d'accord avec, dans un premier temps, avec Barack Obama quand il dit c'est difficile de garder un secret aussi longtemps et de cette manière-là, aussi étanche. Et l'article de Neil deGrasse Tyson qui nous dit « Attention, vous allez probablement déchanter quand ces dossiers-là seront rendus publics. » Je ne peux que endosser cette vision de la chose. Sur ce, si tu le veux, on va se prendre une petite pause. Absolument. Puis après ça, quand on va revenir, je vais te parler d'un truc assez amusant à propos de Disclosure Day. Oui, le nouveau film de Steven Spielberg. Qui devrait sortir, je pense, le 12 juin prochain ici au Québec. Là. Tout à fait, à fait. Bougez pas, c'est les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X, la sexploratrice. Sexualité, amour, relations. Et beaucoup plus. Sans tabou. La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Tous les vendredis, 19h. La sexploratrice. Radio X. Présenté par l'équipe Claudie Asselin. Vous êtes à la recherche de la meilleure équipe pour vendre ou acheter une propriété? Pensez l'équipe Claudie Asselin. Appelez-nous 581-983-1818, claudieasselin.com. Salut, c'est Boucher. Salut, c'est Lortie. Lortie, une thermopompe, ça donne du froid l'été, du chaud l'hiver, c'est pas mal ça, non? Ça procure surtout du confort quand c'est installé comme il faut. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? On vérifie la charge électrique, on optimise le débit d'air, on ajuste l'appareil selon les besoins et selon la réalité de la maison. OK, parce qu'une thermopompe, c'est pas juste un climatiseur. Ben non, c'est un système complet. Fait que si c'est bien fait, ça change tout. Thermopompe, énergie et optimisation. C'est notre affaire. Appelez-nous au 418-623-2323 ou faites une demande de service en ligne. Boucher, Lortie, c'est réglé. Chérie, notre prochaine auto, elle peut-tu être faite ici? Comme le CR-V hybride? Ah ouais, Honda, c'est canadien. Honda, c'est japonais. Mais le CR-V hybride, il est fait ici. Puis il vient avec un boni de 500 $. Ça doit être pour ça qu'on en voit beaucoup. Ben oui, c'est le véhicule hybride le plus vendu au Canada. Durant l'événement On y va avec Honda, louez le CR-V hybride à partir de 2,39% pour 24 mois et obtenez un boni de location de 500 $. Fabriqué au Canada avec des pièces locales et importées. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Fermez les yeux et imaginez un spa qui s'occupe lui-même de son traitement de l'eau. Eh oui, ça existe avec Arctic Spa. Fini les tests de pH et de chlore chaque semaine avec le Spa Boy exclusif chez Club Spa, le seul système au sel homologué par Santé Canada. Arctic Spa, c'est une performance énergétique supérieure et très économique à faire rouler été comme hiver. C'est présentement la grande vente de début de saison. Ne manquez pas l'occasion de profiter des meilleurs prix. Club Spa, une entreprise familiale depuis 45 ans. L'ancienne Lorette et Beauport. Cette semaine chez Maxi, clairement, on est tombé sur la tête. Les douzaines 2 à 2,99,
Les poitrines de poulet à 3,99 la livre, 8,80 kg. Les cœurs de romaine à 2,99. Avec des prix comme ça, Maxi me laisse pas tomber. Plus de détails en circulaire et chez Maxi. Le printemps, c'est le moment de changer d'ambiance. Nouvelles couleurs, nouveaux planchers, nouvelles idées. Chez Plancher BFC Flore Déco, profitez de promotions de 10 à 50 % sur les planchers et la décoration. On transforme vos idées en décor. Chez BFC Flore Déco. Pour vos projets de construction ou de rénovation, direction Tôle Ouellette. Une vaste gamme de matériaux. Bois brut, tôle à toiture, tôle murale, pliage d'acier et d'aluminium sur mesure. Réalisez toutes vos idées. Passez nous voir en magasin ou visitez le matériauxouellette.com. Magasinez la vente sous la tente de briques juste à temps pour votre déménagement. Obtenez jusqu'à 60 % de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Avec des offres spéciales dans tous les rayons, comme des sofas à partir de 399 $ chacun. Obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur les matelas sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus sur les gros électroménagers sélectionnés jusqu'à 1000 $ de rabais. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions, termes et conditions s'appliquent. Détails en magasin. Nouvelle demeure, nouveaux meubles, les mêmes superbes économies. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Le spécialiste de la toiture, c'est Nanook. Pour un temps limité, profitez de la promotion Rabais éclair sur les toitures de Bardeau. Économisez jusqu'à 1050 $ en acceptant votre soumission dans un délai de 10 jours. Une occasion parfaite pour protéger votre maison tout en réalisant des économies importantes. C'est le moment idéal pour passer à l'action. Faites affaire avec les meilleurs. Nanook. Plus de détails sur nos promotions sur nanook.ca, nanook.ca. Montréal est en série. Le CH attaque, la foule rugit, pis toi, t'as pas le temps de cuisiner. Pour le match, laisse PFK s'occuper du souper. En famille ou entre chums, sors le légendaire baril de poulet PFK. Parfait pour chaque but. Commande en ligne, service au volant ou passe nous voir. Pour vivre les séries comme il le faut, pense PFK à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie de la Capitale, Beauport voisin de la SAQ et au 840 Bouvier. PFK. Bon à s'en lécher les doigts. L'été, c'est le moment où ton salon se transforme en sauna finlandais. Mon maquillage? Disparu. Ma motivation? Évaporée. Arrête de niaiser avec la chaleur. Appelle Multiconfort FP pour installer ta thermopompe Daikin avant que l'été te rentre dedans. Avec Daikin, t'es confortable, peu importe la température. Profite de 15 % de rabais sur toutes les installations et 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains modèles. Recommandé CAA Québec. Multiconfort FP. À Québec et Victoriaville. Arbre ou arbuste? Telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée? Pour un bouquet de choix, une Floralie de couleurs. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com. Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec. Et patati. Et patati et patata! Ah oui! Donne-moi un peu de ton sang. Juste un peu. Radio X. Je recherche 50 auditeurs qui veulent venir donner du sang avec moi pour Emma Québec. Pour t'inscrire, tu textes 100 au 418-670-9098 et tu vas avoir toutes les infos pour t'inscrire ou tu te rends directement au radiox.com. Ah oui! Prête-moi ton bras! Ça va se passer le 4 juin dans le stationnement de la fromagerie Victoria à Sainte-Foy. Faites un don et contribue à sauver des vies. Texte 100. Maintenant, si tu veux faire toute une différence. Radio X. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? No.
Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today is today's. Do you understand what she's saying? I hear it. It's gibberish. I can't understand it. And I can. What's happening to me? People are starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry they made you a part of it too. Hello, Jane. Please. Have a seat. Comme on le disait avant la pause, c'est un extrait du nouveau film de Steven Spielberg qui s'appelle Disclosure Day, qui devrait sortir le 12 juin prochain, qui parle, Christian Page, de révélations extraterrestres. Tout à fait. Donc, avec Disclosure Day, les critiques sont unanimes. Spielberg renoue avec un style qui l'a rendu célèbre et principalement avec le film Rencontre du troisième type, qui est sorti en 1977. Et dans le film Rencontre du troisième type, pour les gens qui n'ont pas vu le film, ils ne doivent pas être très nombreux à nous écouter, qui est parmi les auditeurs, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas vu ce film, qui est un grand classique. Il est question d'un contact avec des extraterrestres et évidemment d'une espèce d'implication gouvernementale, parce que dans le film Rencontre du troisième type, les autorités sont conscientes ou sont informées de que ce contact va avoir lieu. Et en fait, il va avoir lieu au Devil's Tower dans le Wyoming, donc qui est un parc naturel. Et là, quelques individus semblent avoir été sélectionnés, dont notamment Richard Dreyfuss, qui joue M. Leary, et qui va donc se rendre à ce contact et être témoin à son tour de l'atterrissage de ce vaisseau spatial. Donc, on a des éléments qui sont propres au folklore ufologique, des contacts, l'atterrissage d'un vaisseau, l'implication du gouvernement, et ce film-là, donc, rendu célèbre, en fait, est l'un des films phares dans la filmographie de Steven Spielberg. Avec Disclosure Day, il va un peu dans le même sens, contact des extraterrestres, révélation, gouvernement et tout le reste, là, théorie du complot, et on joue là-dedans. Ça met en vedette notamment Emily Blunt, Josh O'Connor puis Colin Firth. Ce qui est amusant, c'est que depuis quelques semaines, moi, je vois se passer sur les médias sociaux où on parle du film de Spielberg, et il y a à la fois des gens qui sont, disons, les cinéphiles sont très enthousiastes, mais il y a également, dans l'univers des ovnis, il y a toute une frange qui est un peu complotiste. Et dans cette frange, puis là, je tiens un peu, c'est un euphémisme, une frange complotiste. Et la frange complotiste, elle dit, laisse sous-entendre que Steven Spielberg est comme payé, un agent du gouvernement, et qui est payé pour faire des films pour utiliser la thématique extraterrestre pour préparer le monde à un éventuel contact extraterrestre. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend cette histoire-là. Mais dans les faits, il faut quand même savoir qu'il y a de nombreuses études qui ont été menées par des gens dans l'univers des ovnis, qui s'intéressent à la question des ovnis, mais qui ont une formation en sociologie, qui se sont penchés sur ce débat-là. Parce qu'il n'est pas nouveau. Là, on l'entend, il y a probablement une nouvelle génération de jeunes qui commencent depuis peu à s'intéresser aux ovnis, mais ils ont l'impression que c'est un discours un peu nouveau. Mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau ici. Depuis les années 50, certains individus, une certaine frange, a accusé les médias d'être à la solde du gouvernement pour préparer l'humanité à un éventuel contact avec des extraterrestres. Donc, tu t'as bien compris que si les médias, dans les années 50, jouaient ce jeu-là, ils sont longs à aboutir. Quand tu penses, il y a eu des films dans les années 50, les soucoupes volantes attaquent ou des trucs comme ça. Tu dis, si les gens qui étaient derrière ces films-là, si Hollywood était derrière ces films-là dans le but de préparer l'humanité à un contact extraterrestre, c'est long, longtemps. Bien que ça aboutisse. C'est longtemps, parce que les soucoupes volantes attaquent, de mémoire, je pense, ça date de 1956 ou 1954. Là. Et il n'y a rien. La guerre des mondes, ça aussi, on est au début des années 50, puis il n'y a toujours rien. Là, tu dis, il faudrait qu'éventuellement, on aboutisse. Et on a dit exactement la même chose à propos de Spielberg en
en 1977 quand il a fait Rencontre du troisième type. Et le discours a rebondi au début des années 80 avec son film E.T. Et donc là, il n'y a rien de surprenant à voir qu'il y a une certaine communauté de gens qui accusent Spielberg d'être à la solde du gouvernement et de préparer l'humanité. Bon, il faut quand même se dire que, comme je te l'ai mentionné, il y a des gens qui s'intéressent à la question des ovnis, qui avaient une formation de sociologue, qui se sont penchés sur cette question-là. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Hein? C'est pas c'est pas les ovnis qui amènent de l'eau au moulin des auteurs de science-fiction, comme Steven Spielberg, mais c'est plutôt les auteurs de science-fiction qui amènent de l'eau au moulin des ovnis. Et je t'explique. Contrairement à ce que l'on peut croire, tout ce que l'on voit dans la culture ufologique, les enlèvements extraterrestres, le voyage, passer à travers des murs, des voyages à la vitesse de la lumière et tout le reste, il faut savoir que tout ça là, avait déjà été évoqué des décennies avant qu'on en parle dans l'univers des ovnis. C'est comme par exemple les enlèvements extraterrestres. Si on regarde dans la littérature sur les ovnis, les premiers véritables histoires d'enlèvements extraterrestres remontent à la fin des années 50. D'ailleurs, l'une des toutes premières s'était passée, de mémoire, on est en 1957 ou 1958, là, je n'ai pas la date exacte sous les yeux, là, mais il y a un type au Brésil, un certain Antonio Villaboas, qui aurait été enlevé par des extraterrestres et on l'aurait forcé à avoir une relation sexuelle avec une extraterrestre. Et à cause de ce côté un peu scabreux de l'histoire, ça n'a pas très percolé dans le milieu des ovnis. On en a parlé un peu dans la littérature sur les ovnis, d'abord au Brésil, donc en portugais. On en a un peu parlé également dans les pays limitrophes et un peu dans la culture ufologique espagnole, mais ça n'a pas beaucoup débordé. Puis il y avait ce côté scabreux. Il faut attendre les années 60 pour qu'on ait une première traduction des premiers textes, premiers comptes rendus qui avaient été faits en portugais, qui soient traduits en anglais et qu'on retrouve ça dans les fanzines, dans les petits magazines que l'on consacrait à la question des ovnis. Le premier véritable enlèvement extraterrestre qui va avoir un retentissement, disons, international, c'est, grosso modo, là, c'est 1965, alors lorsque le couple Betty et Barney Hill, couple d'Américains, vont raconter qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres quelques années plus tôt, hein, donc dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Ils vont dire, on a été enlevés par des extraterrestres, amenés dans un vaisseau spatial. L'objet était posé dans une clairière, dans une forêt qui se trouvait dans le secteur des White Mountains du New Hampshire, et donc ils auraient été soumis à des examens, bon, etc. Et là, on a l'impression que, bang, le phénomène éclot comme ça, hop, les enlèvements extraterrestres. Et dans les années 70, là, on est dans les années 60, et dans les années 70, il va devenir un véritable phénomène majeur dans la littérature sur les ovnis. Mais dans les faits, quand on regarde dans la littérature de science-fiction, déjà dans les années 30, on avait évoqué des enlèvements par des extraterrestres. Il y avait à l'époque des petits magazines de science-fiction qui étaient très populaires, hein, des magazines Amazing Stories, Fantastic Stories, bon, des trucs un peu comme ça. Et ces magazines-là étaient très populaires dans les années 30 et 40. On les appelait des pulp. Pourquoi pulp? Parce que c'est la pulpe. Hein. Les magazines étaient tellement... Le papier était de si mauvaise qualité qu'on voyait la pulpe du papier, là, la pulpe du bois dans le papier. Okay. Et on appelait ça des pulp magazines. Et là-dedans, plein d'auteurs de science-fiction, des types comme Clark et compagnie ont publié des textes dans ces magazines-là. Ils se sont un peu lancés à travers ça. Là, tu sais, là, et dans ces magazines-là, bien évidemment, on avait toutes sortes d'histoires qui se passaient à des années-lumière sur des planètes avec des Vénusiens, des Martiens, il y avait toutes sortes de créatures. Et il y avait un des sujets qui était assez redondant, qui revenait dans ces histoires-là, ben, c'était des enlèvements. Donc, des extraterrestres arrivaient, des Vénusiens arrivaient, puis ils capturaient des humains, puis ils les amenaient dans leur vaisseau spatial. Donc, quand la culture ufologique a rebondi avec les enlèvements extraterrestres, ben, tu peux pas accuser, tu peux pas dire c'est les ovnis qui ont inspiré des auteurs de science-fiction ou des cinéastes de science-fiction comme Steven Spielberg. C'est faux.
c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la science-fiction qui, éventuellement, s'est trouvé un moyen. Ça a été la science-fiction a été un extraordinaire courroie de transmission pour amener de l'information dans l'univers des ovnis, et pas l'inverse. C'est un peu la même chose. Je pourrais te prendre plein d'histoires d'ovnis où on a vaguement l'impression que ça nous vient de la science-fiction. Prenons par exemple un enlèvement, certainement une fraude, l'histoire d'un type qui s'appelle Travis Walton. En 1975, Walton était avec 6 autres bûcherons, formait un groupe de 7, et en revenant d'une journée de travail au chantier d'abattage, ils auraient vu un ovni. Walton serait débarqué du camion et aurait été zappé par un rayon bleu. Pendant 5 jours, aurait été amené à bord de l'ovni. Disparu. Bon, il aurait disparu. Oui. Et puis, éventuellement, il a été ramené. Cette histoire-là, ça passe en 1975. En 1993, on a fait un film qui s'appelle Fire in the Sky. En français, c'est OVNI, l'ultime rencontre, qui est un assez bon film de science-fiction. Là. Si on n'est pas dans le jeu de c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est-tu une fraude, c'est pas une fraude. Si on regarde essentiellement sur le plan du divertissement, Fire in the Sky, OVNI, l'ultime rencontre, est un assez bon divertissement. Dans la réalité, Là, c'est autre chose. Hein. Je veux dire, dans l'histoire, plusieurs des personnes qui étaient là ce soir-là, depuis, on dit tout ça est une arnaque, ça a été inventé. Et tout récemment, d'ailleurs, le principal propagandiste de cette histoire-là, les 2 personnes qui ont le plus capitalisé sur l'histoire, c'est évidemment Travis Walton, l'enlevé, qui continue de faire les circuits d'amateurs d'ovnis pour raconter son enlèvement, et son bon ami Mike Rogers, qui était aussi son patron et son beau-frère à l'époque. Mike Rogers est décédé en début d'année, et sur son lit de mort, il avait déjà dit au cours des dernières années que toute cette histoire-là était une fraude, et à son décès, c'était en janvier dernier, il a demandé, il a dit à sa fille, au moment d'annoncer sa mort, dit également aux gens que je m'excuse d'avoir pendant des années raconté cette histoire-là qui était une fraude. Donc sa fille a pris la parole, puis sur sa page web, elle a annoncé le décès de son père. Elle a dit, dans ses dernières volontés, il m'a demandé encore une fois de s'excuser auprès des gens d'avoir entretenu cette histoire-là d'enlèvement extraterrestre qui n'est rien de plus qu'une falsification, une fraude. Oui. Mais pourquoi je parle de cette histoire-là? Dans l'histoire de Travis Walton, à un moment donné, il raconte, il dit « Je suis dans le vaisseau ». Bon, il se fait zapper par le rayon bleu, là, au rayon vert. Il se retrouve à l'intérieur de l'objet. Et là, il dit à un moment donné, je me réveille et je circule dans l'OVNI, j'arrive dans une pièce, puis là, il y a un fauteuil. Et sur le fauteuil, sur les accoudoirs, il y a des boutons. Fait que là, j'appuie sur les boutons, puis là, je vois que au-dessus de moi, il y a comme un dôme en vert où je vois des étoiles et la perspective des étoiles se change. Arrêtons-nous une seconde. Un siège avec des boutons sur les accoudoirs, à l'époque, en 1975, on voit immédiatement le lien. C'est le fauteuil du capitaine Kirk dans Star Trek, Patrouille du Cosmos. Dans Patrouille du Cosmos, pour ceux qui ont suivi la série originale des années 60, le capitaine Kirk, qui est incarné par William Shatner, lorsqu'il est sur la passerelle, son fauteuil, c'est un gros fauteuil capitonné, et sur les accoudoirs, il y a des boutons qui lui permettent de communiquer à peu près avec toutes les stations du vaisseau Enterprise. C'est exactement le même fauteuil que décrit Travis Walton dans son vaisseau spatial. Donc là, on voit encore une fois un élément propre à la science-fiction qui est récupéré dans un discours à caractère ufologique. Et je pourrais te citer des milliers d'exemples de cette façon-là, en trouvant, parce que dans la littérature, il y a tel élément, on les voit récupérer d'ailleurs. Je t'ai mentionné ce fameux enlèvement du couple Betty-Barney Hill, qui est un peu à l'origine des histoires d'enlèvement. Quand il est sous hypnose, Barney Hill dit, parce que à cette époque-là, on croyait beaucoup dans le pouvoir de la mémoire, que l'hypnose pouvait raviver la mémoire. Et maintenant, on sait que ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. À l'époque, on y croyait, donc ne lançons pas la pierre et le blâme. Mais au moment où il est sous hypnose, Barney Hill dit au Dr. Simons, il dit, je vois les extraterrestres. Et le Dr. Simons lui dit, OK, décrivez-les. Et là, il les décrit, il y a un visage comme ça, puis il va faire un dessin, puis là, il dit, il parle dans ma tête, etc. Mais ce qu'il raconte, là, c'est exactement
exactement le scénario d'un épisode de la série The Outer Limits. En français, c'était Au-delà du réel. Il y a un épisode qui s'appelle The Balero Shield. Et dans l'épisode de Balero Shield, il y a un extraterrestre qui se manifeste auprès d'un scientifique qui est incarné d'ailleurs par Martin Landau, qui s'est rendu célèbre pour avoir joué dans la série, notamment Mission Impossible, la série des années 60, et plus tardivement une série qui s'appelait Cosmos 1999. Mais bref, Martin Landau, dans cet épisode-là, joue le rôle de scientifique qui est visité par un extraterrestre et qui lui parle par une espèce de télépathie avec une espèce des yeux qui semblent flotter dans sa tête. Et c'est exactement ce que raconte Barney Hill sous hypnose. Il dit, je le vois, il est là, il le décrit comme l'extraterrestre dans The Balero Shield. Il dit, il me parle, je vois des yeux qui flottent dans ma tête, comme on le voit dans l'épisode. Et cet épisode de Balero Shield avait été diffusé quelques semaines plus tôt à la télévision. Donc, la référence, c'est quand même, oui. Voilà, donc au moment où Barney Hill est sous hypnose et que le Dr Simons lui dit « Décrivez-moi les extraterrestres », Barney Hill fait appel à quelque chose qu'il a vu 3 semaines plus tôt à la télévision dans cette série The Outer Limits. Et c'est ce qu'il décrit. Donc, on voit encore une fois que la science-fiction va servir de courroie de transmission à une information qui va être récupérée dans le domaine des ovnis. Et de façon plus large, on le voit aussi, dans les années 60, quand on regardait des films de science-fiction, on lisait des romans de science-fiction, évidemment, personne n'imaginait des écrans tactiles, puis quand on imaginait des portes qui s'ouvraient, c'était des portes qui étaient un peu comme automatiques, comme les portes des centres d'achat. Tu sais, là, chlouk, chlouk, c'était un peu comme ça, donc on imaginait ça. Aujourd'hui, quand on parle de science-fiction, on n'en est plus à ce stade-là. Mais tu regardes la littérature des années 50 ou 60 et tu regardes ce qui était véhiculé dans le milieu des ovnis, c'était pareil. C'est-à-dire que la façon dont les portes s'ouvraient dans la série Star Trek, quand des gens disaient qu'ils avaient été à bord d'un ovni, c'était des portes pareilles. Les portes s'ouvraient chlouk, chlouk, comme des portes d'un centre d'achat, avec des boutons et des codes. Tu sais, là, on récupérait de la science-fiction un discours qu'on agrémentait dans la culture sur les ovnis. Donc, c'est un peu amusant quand j'entends ces accusations envers Steven Spielberg qui dit « Ah, oui, on prend des histoires d'ovnis, on fait une nouvelle mouture et on les présente comme des récits de science-fiction pour préparer le public, alors que dans les faits, c'est tout à fait l'inverse. Il y a des milliers d'exemples où on voit bien que la science-fiction a devancé, et même parfois sur des décennies, des éléments qu'on va retrouver plus tardivement dans la culture sur les ovnis. Donc, c'est un débat qui est un peu clos. Oui, je comprends. Je pense que les gens qui tiennent ce discours-là auraient tout intérêt à se pencher davantage sur la culture de la science-fiction, qui est une culture très, très riche, et découvriraient assez rapidement que beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans la culture sur les ovnis, quelle est leur véritable source, et très souvent leur source, c'est la culture de la science-fiction qui était très populaire, parfois 20, 30, 40 ans avant que ces histoires-là commencent à circuler. Donc ça, c'est 0. Ouais. Il nous reste combien de temps là encore? Peut-être 3-4 minutes? 3-4 minutes. Mais sur 3-4 minutes, je vais t'évoquer quelque chose d'assez amusant. On a appris cette semaine par le Bureau de géologie aux États-Unis qu'on avait enregistré dans la nuit du 29 au 30 avril dernier, on avait enregistré 12 tremblements de terre. OK. Et ces tremblements de terre-là, d'une magnitude pas très importante, mais quand même 4.4 sur l'échelle de Richter. Rien pour jeter des édifices à terre, mais quand même assez pour que les gens près de l'épicentre près de l'épicentre sentent la vibration. Oui. Et c'est quasiment un exercice de diction. Et crois-le ou non, ces séismes ont eu lieu dans le secteur de la zone 51. Oh. Donc, zone 51, Nevada, 1h30 de route à peu près au nord-ouest de Las Vegas, célèbre pour être l'endroit où se trouve une base militaire ultra secrète.
Puis on en a parlé au cours des dernières semaines, l'histoire de Bob Lazar qui dit qu'il aurait travaillé sur cette base, à déconstruire, à faire de la rétro-ingénierie sur des soucoupes volantes et qui est depuis passé un peu dans la culture sur les ovnis. Hein. La base de la zone 51, c'est dans cette base qu'on garderait apparemment des corps d'extraterrestres ou des soucoupes volantes. Donc, ça fait partie de cette culture. Donc, tu comprends bien que quand le département de géologie cette semaine a annoncé avoir enregistré cette série de tremblements de terre dans le secteur de la zone 51, ben, les amateurs d'OVNI ont été vite sur le pistolet, hein, pour nous dire, hop, ben voilà, hein, ils ont dû faire des essais, ça brasse en dessous, il y a des bases souterraines, et ça, c'en est la preuve, parce que dans l'un de ces tremblements de terre, dont le Bureau de géologie aux États-Unis ont déterminé qu'il provenait d'une distance de 2,5 miles sous la surface du sol. Donc, là, on se disait, il doit y avoir une super base souterraine à 2,5 miles sous la surface du sol. Ta base est creuse en tabarnouche quand même. Là, et devant cette explosion de spéculation, est-ce qu'on fait des essais, etc., le Bureau de géologie dit que pour eux, rien ne permet de voir dans les relevés des sismographes, rien ne permet de voir quelque chose d'inhabituel. Ce qui est inhabituel, c'est que cette zone-là n'est pas particulièrement connue pour ces mouvements géologiques. Hein. Il faut vraiment se déplacer davantage vers la côte ouest, la Californie, pour avoir d'importants mouvements géologiques. Mais c'est pas non plus une région qui est où on n'a jamais rapporté des mouvements géologiques. Il y en a de temps à autre. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que là, ici, 12 sur une période d'à peu près 24 heures, c'est assez surprenant. Mm-hmm. Mais rien ne laisse croire que ces tremblements de terre aient une autre source qu'une cause tout à fait naturelle. Mais évidemment, tu comprends que même si le département de géologie a fait cette déclaration, pour les amateurs d'OVNI, on n'en sort pas. C'est la zone 51, donc forcément, il doit y avoir un lien entre ces séismes et la présence d'extraterrestres. Ils veulent sortir Christian et ils veulent se révéler au monde. Ah, tout à fait. Probablement qu'ils ont entendu la déclaration de Trump, puis ils ont dit, c'est le temps, on sort, c'est le moment. C'est le signal. Voilà, exactement. Encore une fois, très, très belle édition des Radio X-Files. On va se retrouver vendredi prochain pour un autre vendredi soir ensemble. Mais d'ici là, je te souhaite un bon week-end. Ben, toi aussi. Et puis, si tu vois des ovnis, assure-toi d'avoir la pellicule dans ton film. Assure-toi d'avoir une pellicule dans ton appareil. La batterie dans le téléphone, oui, ça marche. Oui, c'est ça. C'est beau. Merci, bon Christian. week-end. Bye, bon week-end. Ciao. C'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Au retour, c'est la S'Exploratrice. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. Le retour de Radio X. Comment t'abordes ça? Mettons, ta blonde prend du poids. Si c'est un problème de santé, c'est clair qu'il faut que t'en parles avec elle aussi. Mais moi, je parle d'une femme. Ouais, mais tu peux pas aborder ce sujet-là. Ah non, il n'y a pas de façon. Mais ça dépend. Si tu tournes en disant, écoute, c'est pour ton bien, je m'inquiète pour ta santé, tu ne manges pas bien, t'es en surpoids. Ta formule, tu te ramasses sur le divan pour des semaines. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 15h. Radio X. Présenté par Honda Donnacona et par le nouveau Ford Donnacona. On dépasse vos attentes avec 18 000 $ de rabais sur le Honda Prologue 100% électrique et avec des F-150 et des Broncos à prix d'amis. Ouvert le samedi. C'est la grande vente à l'œil chez Super C. Puis les prix ont pogné une méchante débarque. Cette semaine, la mayonnaise Heinz 340 ml est à 2,99 puis la caisse de 24 canettes de Heineken est à 33,2. Hein? Puis les beefsteaks de filet mignon de bœuf sont à 15,99 la livre ou 35,25 le kilo. À ce prix-là, mon barbecue prendra pas de vacances cette année. Puis pas besoin de capoter, il y en a assez pour tout le monde. Hey, c'est super C. Valide jusqu'au 13 mai en magasin en ligne, détail au superc.ca. Et voilà, votre auto est réparée. Wow! Plus de traces d'accident. Et oubliez pas, vos réparations liées à une réclamation sont garanties à vie tant que vous possédez le véhicule et que vous restez assuré avec TD Assurance. À vie? À vie.
Fait que si ma réparation lâche dans 4 ans... C'est garanti. Puis dans 15 ans... Garanti. Puis dans 50 ans... Ah, ben là... Profitez d'une garantie à vie sur les réparations auto liées à une réclamation effectuée dans un centre auto TD Assurance ou chez un fournisseur recommandé. Des conditions s'appliquent. TD, c'est comme ça qu'on rend les assurances plus humaines. Visitez tdassurance.com. Le pick-up qui va faire des miracles sur ton prochain chantier est à Sainte-Anne-de-Beaupré, chez JD Chevrolet. Groupe JD, une visite payante. Pour ton prochain vélo de route, montagne ou électrique, Mathieu Performance avec ses 3 succursales, c'est la place. Le plus grand choix de vélos à Québec et plus de 1000 modèles différents en stock. Du choix pour tous les goûts, tous les budgets. MathieuPerformance.com, Québec, Lévis et Saint-Augustin. Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt. Michel, on dit que c'est la grande vente de printemps chez vous. Ça consiste en quoi? C'est le moment idéal pour donner un nouveau look à votre maison. On vous offre des rabais incroyables jusqu'à 70% sur une grande variété de produits. Céramique, vinyle clic, flottant, plancher chauffant, on a tout ce qu'il vous faut. Wow! Même moi, ça me donne envie de rénover. Alors pour des rénos à prix d'entrepôt, allez voir Michel et son équipe. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. On entend souvent l'expression « c'est ton jour de chance ». Mais chez JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, on t'offre 2 jours de chance. Parce que les 8 et 9 mai prochains, toute l'équipe a préparé le plus de tracteurs et d'équipements possible. Parce qu'on veut que vous puissiez essayer un vrai tracteur John Deere. Robuste, efficace et polyvalent. Puis si vous l'aimez, vous pourriez repartir avec. Pendant 2 jours, c'est l'événement « À vous le siège du conducteur ». Comme on dit maintenant, manque pas tes 2 chances. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas une 3e. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com. Pour une durée limitée, transférez 2 lignes à TELUS et obtenez 2 lignes supplémentaires offertes grâce au rabais famille TELUS. C'est jusqu'à 60 $ par mois d'économie lorsque vous apportez votre propre téléphone. Faites vite, l'offre se termine bientôt. Seulement en boutique TELUS. Des conditions s'appliquent. Pour moi, le meilleur de l'été, ça commence avec l'ouverture de ma piscine. Le VH, l'alcanotété, hein? Faut être précis. Ah, là, tu vois, ça dit que mon eau est